Bonjour. Il y en a qui me connaissent. Ça fait plus de 25 ans que je suis associé à la Fédération. Le temps passe très vite et comme l'a dit Émilie, depuis une année et demie, je suis revenu directement à la Fédération. J'ai laissé mon emploi où j'étais en Estrie comme entraîneur cadre et je me suis mis à la disponibilité de la Fédération pour travailler sur des dossiers bien précis. Et les premiers sur lesquels j'ai été appelé à travailler, ça a été sur la détection. Ce que l'on a fait à ce moment-là, c'est essayer de faire un profil des joueurs qui étaient recherchés pour le haut niveau. Et en même temps, on s'est rendu compte que la philosophie de jeu qui était développée à la Fédération était peut-être... c'était important de bien la décrire et puis de la présenter aux gens. Donc, la première action que l'on a fait, c'est essayer d'étudier comme il faut qu'est-ce qui a été fait lors du tournoi des sélections régionales. Donc, avant tout, je vous invite aujourd'hui, vous êtes à un stage de recyclage, à être ouvert, à être prêt aux nouvelles idées d'avoir l'esprit critique. Je pense comme entraîneur, si on est capable de se remettre en question, ça nous aide énormément. Ça fonctionne, ça? Donc, pour la présentation, dans un premier temps, donc un bilan statistique du tournoi des sélections régionales 2015, le projet de jeu au Centre national et aux équipes du Québec, et ensuite un travail spécifique sur la remontée du ballon, qui va être, on va enchaîner ensuite sur le terrain, sur une présentation terrain qui va être faite par Sandro Grande et Rudy Deliscat. Mes objectifs, donc, vous sensibiliser à l'impact de la championite sur le développement des jeunes joueurs. Vous expliquer les avantages d'un jeu basé sur le contrôle du jeu, toujours chez les jeunes, et apporter une piste de solution à cette approche en travaillant, entre autres, quelques pistes sur la remontée du ballon. François Blacard vient de vous présenter quelque chose sur l'euro. On veut bien comprendre ici que l'on travaille, le travail qui a été fait, c'est surtout avec les jeunes joueurs, et que les constats que l'on fait avec le sport de très haut niveau, c'est une chose, mais qu'avec les jeunes, on s'inspire de ça, mais on doit adapter notre travail en fonction de ce qui sont leurs besoins à eux. Donc, mes boss, c'est les jeunes. C'est eux pour qui je travaille et c'est eux pour qui on devrait tous œuvrer. Le travail que l'on a fait au tournoi des sélections régionales s'inspirait d'une campagne qui a été mise de l'avant par la Fédération il y a plus d'une dizaine d'années qui s'intitulait « Le kick, ça s'arrête maintenant ». La plupart d'entre vous ont dû être mis au devant de cette présentation-là. Il y a eu 2 volets à la présentation. Et le kick, ça s'arrête maintenant, c'était essayer doucement de sortir du kick and run, de je frappe puis cours après le ballon et d'avoir un jeu un peu plus maîtrisé. Mais malheureusement, on ne savait pas vraiment d'une façon assez concrète où on en était rendu dans cette démarche-là. Et l'année dernière, donc au tournoi des sélections régionales, on a pu faire cette évaluation-là un peu de où on en était rendu. Ce qui a été intéressant, c'est que les matchs étaient filmés. Donc, on a pu revoir les matchs ensuite et sortir un certain nombre d'éléments. On a dans un premier temps, donc, lors du tournoi des sélections régionales des Jeux du Québec, qui est fait avec les 13 ans, je suppose que la plupart d'entre vous, vous êtes familiers avec cette compétition-là. Les entraîneurs des sélections provinciales sont là pour identifier les meilleurs éléments qui peuvent ensuite joindre les sélections provinciales. Et à la fin du tournoi, donc, on se rencontre pour voir quels sont les joueurs qui vont être retenus, mais aussi pour faire un bilan de la compétition, qui est un bilan qualitatif à ce moment-là. Donc, il y a une première partie qui a été faite là-dessus, puis une deuxième qui est plus un bilan statistique, d'où on pourra ressortir certains éléments. Donc, d'une façon générale, le premier élément qui ressortait, c'est vraiment le fait que l'enjeu prend presque toute la place. Que l'importance, c'est surtout de gagner, puis qu'on est pris dans l'émotivité qui vient avec la compétition, puis qu'on a l'impression qu'on oublie un certain nombre de principes qui sont importants chez les jeunes. On avait vu ces équipes-là, à chaque année, il y a un petit festival que Elder organise à Québec pour les sélections régionales. Donc, ça se fait 2 mois avant à peu près, au mois de juin. Et
Il n'y a pas de classement. Les équipes jouent 1 ou 2 matchs. Et d'habitude, les joueurs sont beaucoup plus libérés. Et le jeu est plus intéressant. Ils arrivent à la compétition. Puis là, on a l'impression des fois qu'on ne reconnaît pas du tout les joueurs. Donc, les éducateurs très émotifs, les parents qui crient, tout ça, c'est un peu la Coupe du Monde. Et prise de risque qui est limitée. Hein, on prend peu d'initiatives avec le ballon. Et entre autres, dans la construction du jeu, on veut jouer rapidement vers l'avant. Ne pas prendre de risques proche de mon but surtout. Très peu de relances du gardien courtes ou moyennes, même chose sur les coups francs. Et puis plus au niveau technico-tactique, et je passe relativement rapidement, mais les difficultés sur se mettre dans le sens du jeu, autant sur la première touche qu'avant dans l'orientation du corps. Et puis un petit élément aussi que j'ajoute, donc peu de conduites qui font progresser le jeu. On a l'impression que des fois, les joueurs ont peut-être peur de se faire engueuler par le coach, donc se déresponsabilisent en donnant le ballon à un partenaire, mais sans l'intention de faire progresser le jeu. Alors que des fois, ça sera la progression avec le ballon qui va obliger des adversaires à sortir et qui va nous donner des possibilités de progresser. Donc, statistiquement, on a essayé de regarder quels étaient les éléments qui pouvaient nous permettre d'avoir une idée sur notre capacité à produire du jeu, hein, à maîtriser le jeu. François a employé l'expression « tenir le ballon », donc un peu dans ce sens-là, d'être capable de le maîtriser. Et on a ressorti 4 paramètres, donc le nombre de passes complétées, le nombre de passes que l'on faisait au gardien de but. C'était un élément qui nous permettait de voir si est-ce qu'on était prêt à recommencer l'attaque si c'était bloqué d'un côté et sortir par l'arrière avec un joueur en soutien était une des solutions. Et puis la décision qui était prise par le joueur qui allait jouer le coup franc ou bien sur les relances du gardien. Donc sur coup de pied de but ou bien après un arrêt du gardien. Qu'est-ce qu'il faisait avec le ballon à ce moment-là? Alors, je vous montre des images. Donc, passe complétée, vous avez une première séquence. Tu reviens en arrière? Non, ça, c'est la deuxième. Ouais. Donc, un échantillon de ce qui pouvait être vu. Donc, bien sûr, on n'est pas là pour accabler ces jeunes-là, ni les coachs. Un échantillon. Donc, on est beaucoup dans la bataille, on va très vite vers l'avant, on cherche à jouer devant et c'est tout. Une deuxième séquence. Donc, avec une équipe qui, en partant d'une touche, où là, on est déjà dans un autre type de volonté de maîtrise du jeu. Une autre maturité dans le jeu, je dirais. On est repassé par le gardien, on est allé de l'autre côté. On cherche un moyen de pouvoir aller vers l'avant en franchissant les lignes adverses, en maîtrisant le ballon. Alors, l'entraîneur-cadre de cette région-là est ici présent, donc il pourra vous donner sa recette. Mais dans le fond, juste 2 images pour montrer que, oui, il y avait la possibilité de le faire avec des jeunes qui sont à peu près du même niveau technique. C'est-tu toi qui l'as avancé? Oui. Donc maintenant, au niveau des relances, donc gardien de but qui a le ballon au coup de pied arrêté, qu'est-ce qu'on a comme relance? Quelques exemples. Donc ça, je pense que c'était Fille de Québec. Donc, comment rapidement le ballon est joué vers l'avant? Est-ce qu'on a pu regarder, prendre l'information? Peux-tu l'arrêter, là? Donc, on peut voir le nombre de rouges qui étaient tout près de la gardienne, puis le nombre de rouges qui sont à la tombée du ballon. On peut se poser des questions. Tu peux continuer. Non, on revient en arrière, excuse-moi. C'est pas grave. C'est beau.
Alors, vous voyez même le défenseur central qui recule un petit peu, mais le ballon, il va être joué très, très loin. Alors, il ne sert même pas. Même chose dans cette situation-là. Puis vous pouvez voir que ça va être des duels qui vont nous permettre de regagner le ballon à ce moment-là. On va dans le combat physique. Je vais aller à la prochaine. Donc, vous avez eu quelques relances longues, des relances courtes. Donc, ça part du gardien. Non, là, tu ne l'as pas parti. Juste peser, oui, il faut que tu l'aies. Ouais. Ça part pas, ça, là? OK, passe à l'autre. Pourquoi ça ne passe pas? Donc, ça, au niveau des coups francs, et ça, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt pour moi. Donc, un coup franc qui est joué rapidement vers l'avant. Est-ce qu'il y a vraiment une situation avantageuse pour les Rouges? Non, mais une mauvaise lecture de l'évaluation de la trajectoire de la défenseur bleu. Le ballon, il va vers l'arrière, puis on va vers l'avant. Même équipe. Et là, vous voyez la situation. On joue très, très vite vers l'avant. Il n'y a pas d'organisation offensive du tout. Alors, on peut gagner ou perdre le ballon. Hein. Une autre situation. Le bloc adverse est bien replacé. Mathématiquement, je ne suis pas sûr qu'il y a plus de bleu que de blanc. Puis après, bon, on frappe le plus loin sans trop savoir où le ballon va aller. Et cette dernière-ci, vous voyez l'arrière latéral qui est là, puis c'est sûr qu'il ne veut pas le ballon. Lui. Il n'est pas intéressé par ça. Donc, ça va partir loin et on sera dans le duel. Une situation de coup franc court qui est intéressante aussi parce qu'elle part complètement du point de corner. Ça va aller au gardien, au défenseur central, avec un ballon qui est au sol à ce moment-là. Puis bon, il y a une volonté. Et je vous demanderai de regarder ce joueur-là qui vient d'envoyer le ballon en touche. Pour nous, et ça sera plus tard intéressant, il n'y a aucune raison d'envoyer ce ballon-là en touche. On peut garder le ballon, protéger, redonner derrière. Ce serait plus facile, plus intéressant. Donc, les chiffres. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ressorti sur l'ensemble des matchs que l'on a pu évaluer le nombre de passes réussies, les relances au gardien, les relances du gardien, coup franc et les remises au gardien. On le fait au TSR, donc c'est les chiffres que vous avez en bas. 96 passes réussies par une équipe lors d'un match. Bon, les remises. Et à peu près 25 à 30 des coups de pied arrêtés, relances du gardien et coup franc, qui sont joués courts et moyens. Donc, 75 du temps, c'est joué long. On a essayé de comparer ça avec ce qui se faisait au niveau des équipes du Québec en U14. Et vous voyez les chiffres d'en haut, 264 passes réussies par match par l'équipe du Québec, remise au gardien, 100 des relances et des coups francs qui sont joués courts ou moyens. Donc, les chiffres étaient pour nous assez intéressants. On dit, on planifie, on réalise, puis après ça, on mesure ce que l'on fait. Si on veut voir est-ce qu'on avance, est-ce qu'on fait ce que l'on pense qu'on faisait. Vous l'avez au niveau des filles, les chiffres sont sensiblement les mêmes. Vous voyez les pourcentages de coups francs et relances du gardien qui sont encore plus faibles. On joue encore un peu plus vite, mais sinon, c'est à peu près pareil. Et il n'y avait pas de différence entre, pour ceux qui sont familiers, on a une première division au tournoi des sélections régionales, une deuxième division, une troisième division. On a pu faire les différences entre première et deuxième division et c'était la même chose. On arrivait au même nombre de passes complétées, au même chiffre au niveau coup franc et relance du gardien. Donc, même si les joueurs sont normalement mieux techniquement, ce qui est le cas souvent, il n'y avait pas de différence au niveau des chiffres. Je vous donne des chiffres du haut niveau, donc très, très vite. Et puis, quand la présentation sera sur le site de la Fédé, je ne sais pas, Éric, c'est la semaine prochaine, peu importe, vous aurez dans les annexes de la présentation l'ensemble des tableaux où vous avez tous les chiffres. Tout ce qui a été calculé, on les a là. Ce n'est pas intéressant pour la présentation d'aujourd'hui, mais vous les aurez. Donc, le Barça qui a été à une époque vraiment l'image, le moteur de cette idée de jeu-là au niveau du nombre de passes.
Donc, on a tout remis les chiffres sur un 60 minutes, qui est la durée d'un match du tournoi des sélections régionales. Donc, de 792 passes dans un match de 90 minutes. 457 réussis. Vous avez l'Allemagne lors de la Coupe du Monde, 404. La moyenne qui était de 395. 241 à l'Euro. 300 pour le Portugal, qui était l'équipe qui a gagné. Et en Liga et en Première Ligue, vous avez les chiffres qui ont été pris au 11 octobre de cette année. Et dans les chiffres, ce qui est intéressant, c'est que les 4 premières équipes de la Liga, donc dans le classement actuel, sont les 4 premières équipes au classement du nombre de passes réussies. Et le championnat anglais, je pense, sur les 7 premières du classement, c'est les 8 premiers au classement du nombre de passes réussies. Mais grossièrement, on peut se dire qu'à 220, 230 passes, c'est les chiffres moyens du haut niveau. Donc, quand François Blacard parlait tout à l'heure des transitions, les transitions, ils surviennent beaucoup moins souvent, bien sûr, quand on a 250 passes en moyenne par équipe dans un match et qu'au tournoi des sélections régionales de 2015, on était à 93. Donc, ça veut dire que le ballon, il change constamment de possesseur. Au niveau féminin, quelques chiffres que j'ai réussi à trouver. Donc, à la Coupe du Monde, 324 par match sur un 90 minutes pour les U20 au Canada, 216. Et puis les seniors, j'avais trouvé 198 lors de la Coupe du Monde 2015. Les Américaines, lors de la qualification pour les Jeux olympiques de 2016, ils étaient à 233. Ça reste des chiffres, il n'y a pas bien évident. Pour nous, ce que l'on remarquait, ou en tout cas une des premières questions, c'est la différence entre l'équipe du Québec et les U13 des sélections régionales. Donc, les équipes du Québec, ce sont les joueurs qui, 2 mois après le tournoi, sont vus en équipe du Québec. Donc, ils étaient en sélection régionale. Ce sont les meilleurs. Donc, bien sûr, ce sont ceux qui techniquement se débrouillent le mieux, on est d'accord. Mais la différence entre les U13 des Jeux du Québec et les U14, elle est petite au niveau technique. Si on considère que la différence entre les U14 de l'équipe du Québec et les pros, pour nous apparaît beaucoup plus grande au niveau de la maîtrise individuelle du ballon. Mais le nombre de passes est vraiment important. La différence du nombre de passes, en équipe du Québec, on a plus de 2 fois plus de passes réussies dans un match par rapport à une équipe en sélection régionale. Donc, une des questions qu'on se posait, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Selon nous, question de philosophie, et question de prise de risque chez l'entraîneur. C'est ce qui nous apparaît l'explication la plus juste. Je fais un résumé presque caricatural, mais avec les chiffres que l'on a vus, puis un peu le jeu que l'on voit, cette emphase qui est mise sur l'enjeu, parce qu'on est pris dans l'émotivité du tournoi, etc., le coach ne veut pas prendre de chance, il ne veut pas de passe proche de son but, donc on joue long. On joue long. Qui va gagner les ballons? Normalement, celui qui est le plus solide physiquement. Donc, les plus grands, les plus costauds, les plus rapides risquent de gagner les duels parce qu'on les met dans des situations de duel. À ce moment-là, lesquels on va sélectionner? Ceux qui sont grands, qui vont nous gagner le duel, c'est eux qui vont nous faire gagner le match. Tant qu'on va prendre ce raccourci-là, bien sûr, ça va être difficile de pouvoir faire évoluer les joueurs parce qu'on pense que dans ce type de jeu-là, où on va préconiser plus un jeu direct par rapport à un jeu contrôlé, on va favoriser ceux qui sont bien physiquement. Et chez les jeunes, autant les petits que les grands ne sont pas gagnants. Vous pouvez imaginer, les grands qui comptent sur leur qualité athlétique n'ont pas besoin de se poser les questions. Donc, au niveau des prises de décision, de la lecture du jeu, ils ne vont pas avancer très vite. Puis les petits sont un peu exclus du jeu. Soit ils ne sont pas pris, ou soit lors du match, ils interviennent peu parce que le ballon leur passe par-dessus la tête, parce qu'ils sont dans des duels qu'ils ne vont pas gagner. Donc, comme on court-circuite cette phase-là, on disait, je pense que François, j'essaie de te paraphraser, je pense qu'il a dit, il faut apprendre aux joueurs à maîtriser la technique individuelle, mais sous pression. Et je vais plus loin, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'on puisse maîtriser le ballon dans toutes les zones du terrain.
pas juste quand on est rendu en zone adverse. Et la crainte que les entraîneurs ont de court-circuiter cette phase-là va empêcher les joueurs d'apprendre à contrôler un ballon quand on est proche de notre but. Cette année, donc on voulait voir si on avait amélioré un peu le truc. Et là, je vous dis, cette présentation-là a été faite, c'est la 4e fois, elle a été faite en décembre dernier aux entraîneurs cadres. Et ça a été refait en février avec les staffs régionaux. Donc, l'année dernière, bien avant les Jeux du Québec de cette année, on a refait la présentation. On a fait la présentation pour sensibiliser les gens à cette problématique en leur donnant ces constats-là. Et les chiffres de cette année qui sont, je dirais, un peu fragmentaires, on n'a pas autant de matchs sur le nombre de passes. Donc, ça, c'est plus délicat. Mais sur les autres statistiques, coups francs et relances, on est vraiment dans les mêmes échantillons. Et on a une amélioration d'à peu près le double au niveau du coup franc et de relance qui sont joués courts versus les relances longues. Et vous voyez une quarantaine, une cinquantaine de passes réussies par match supplémentaire, ce qui est un indicateur intéressant pour nous. Donc, dans cette idée, classement, important pour l'éducateur, pour les parents, mais pour les jeunes, c'est peut-être pas ce qui est le plus important pour lui. La victoire n'a de valeur que si on ne sacrifie pas le jeu à l'enjeu. Gagner en jouant bien, ça doit être ce que l'on recherche. Gagner à tout prix, ça ne sera pas le meilleur pour le jeune. Et puis ça, on est dans des questions fondamentales sur pourquoi on est là comme coach, qu'est-ce que l'on veut faire. La capacité de prise de risque, donc si on veut apprendre, on doit essayer. Ça, c'est une diapo qui est tirée directement de la présentation qui se faisait sur le kick s'arrête maintenant. C'est rien de nouveau. Donc, au départ, si je ne prends aucune chance, puis que je me simplifie la vie en jouant directement le ballon loin, puis que je dis à mes joueurs, non, il ne faut pas que tu essayes de contrôler, j'ai beaucoup de chances d'avoir plus de succès. Donc, d'avoir de la réussite, d'avoir des victoires. Parce que j'en ai un qui court vite en avant, parce que j'en ai une qui court vite, peu importe. Mais si j'essaye de contrôler en tout cas de commencer par en arrière à contrôler le ballon proche de mon but, il y a de fortes chances que le ballon il soit raté, que la position du joueur ne soit pas la bonne, que la prise de décision ne soit pas la bonne. Et si je perds le ballon là, revenons en transition, les risques de but ils sont très, très grands. Évident. Si on ne passe pas par cette phase-là, on n'apprend pas aux joueurs. Et plus tard, ceux-là qui étaient les meilleurs, ceux qui étaient les meilleurs parce que plus grands, plus costauds, qui comptaient sur ces qualités-là, ils arrivent à 16, 17 ans, ils font quoi? Ils n'ont plus les outils pour se battre au niveau soccer. Ils n'ont que des outils athlétiques. Et ils vont soit arrêter de jouer ou ils seront plus dominants. Alors qu'avant, c'était les kings. La plupart d'entre vous, vous devez être familiers avec le plan de développement à long terme de l'athlète qui a été mis de l'avant par Sport Canada il y a quelques années. Dans les constats qu'ils faisaient, il y avait ces trois-là qui, pour moi, sont assez évidents. Donc ça, c'était sur l'ensemble des sports canadiens. Donc des programmes qui ne sont pas adaptés aux jeunes parce qu'on fait du copier-coller avec ce qui est fait avec les adultes. Une préparation qui est axée sur le court terme, la victoire, et non sur le processus de développement de l'athlète. Alors, je suis à peu près certain que tout le monde a déjà vu ces choses-là. Mais si on ne prend pas conscience en tant que coach des effets néfastes de ça sur l'athlète, on ne va pas avancer. Les habiletés motrices qui sont délaissées aussi parce qu'on pense principalement à la victoire. Les conséquences de ça au Canada, dans l'ensemble de nos sports, les habiletés développées sont faibles parce qu'on met trop d'emphase sur la victoire. Les entraîneurs des équipes provinciales nationales sont obligés de revenir à la base. Donc, ils ne peuvent pas faire le travail qu'ils devraient faire parce que le travail n'a pas été fait avant. Puis les athlètes n'atteignent pas leur potentiel génétique, leur plein potentiel, parce qu'on a pris des raccourcis en quelque part. Bon, ça, tu peux le partir. Tu peux le partir puis l'arrêter si tu veux. OK, fais juste l'arrêter, là. Tu peux-tu juste l'arrêter?
Donc ça, c'est un clip que j'ai ressorti d'Internet. C'est Stan Van Gundy, qui est un coach du Miami Heat, il y a quelques années, qui fait une présentation à des entraîneurs un peu comme vous, des entraîneurs de jeunes au basketball, et qui parle un petit peu de ces notions de victoire et de développement. First of all, from a basketball sense, for just their skill development and stuff, that's going to start at a very young age and is going to be determined at a very young age. And quite frankly, you know, if you look around, we're failing pretty badly in this country as a whole in teaching people basketball skills. And you all notice it that watch the NBA, because there's a huge difference in just the skill level of the players coming from Europe and what we have here in terms of their ability to pass the ball and shoot the ball. We can't even produce enough people who can do those things here that we got to go across and try to find people who can do them. We're not developing skills here. One of the reasons is, okay, we are much more interested in playing games and winning and losing at a young age than we are in skill development. So I would say this to all of the youth coaches here, even more than the high school coaches, is you have to make a decision if you want to teach the kids that you're coaching how to play basketball, or if you just want to win games, because there's a big difference. I last spring coached both my 12-year-old daughter and my 9-year-old son for 2 months in a YMCA league and had a group of kids. And I got to see every approach, okay? And I would say to you, of the probably 18 teams that I saw just in that limited time, there were maybe 2 or 3 coaches that were really trying to teach skills, and everybody else was just trying to win a game. Leave your best players on the court as long as you can. Play zone defense, for God's sakes. It was beyond me. In a 9-year-old league, play zone defense, okay, for the entire game. Obviously, don't ever let your biggest kids dribble the ball. Make sure they always give it to a guard who is usually your son, okay? And so they can run up the court. And then you wonder why at the high school level we got so many kids who can't play, and we never have a 6'5", 6'6", 6'8" kid who can dribble, pass, and shoot, because at the young age, you tell him to go stand under the basket and get the rebound and give it to somebody else. So the first thing I would say to you, you have a decision to make. Do you want to help build basketball players, or do you want to just tell everybody you won your youth league? Donc, chacun d'entre vous, vous pouvez vous poser cette question-là. Pour quelle raison vous êtes coach? Pour pouvoir dire que vous avez gagné la Ligue ou pouvoir dire que vous avez développé des joueurs. C'est la question fondamentale que lui pose. Et les constats que l'on avait avec Sport Canada au niveau du plan de développement à long terme de l'athlète, qu'on met trop d'emphase sur la victoire et pas assez sur les habiletés de base, que nous, on a fait lors du tournoi des sélections en général, et que cet Américain-là, qui est un coach d'une équipe pro, qui dit qu'on est obligé d'aller chercher des joueurs en Europe parce que les nôtres n'ont pas les habiletés de base pour pouvoir jouer, sont exactement les mêmes. Et je reviens à l'analogie qu'il fait avec donc, la Ligue de 9 ans, où lui est allé coacher ses enfants, où s'est bien rendu compte que les gens autour, bien, sur 20, il y en avait 3 qui étaient là pour développer des joueurs, puis les 17 autres qui étaient là pour gagner. Puis qui faisaient tout pour gagner, puis le grand joueur, il fait quoi? Bien, il va en dessous du panier, puis quand il a le ballon, le coach lui dit « tu le donnes à celui qui sait dribbler ». Puis il fait le gag que d'habitude, c'est votre fils, qui, le grand après, on lui dit « tu vas en dessous de l'autre panier, puis quand tu as le ballon, tu le redonnes à quelqu'un qui est capable de lancer ». Donc, il dit, après, on se pose la question, pourquoi ces joueurs-là ne sont pas capables de passer, lancer, puis dribbler? Bien, on les utilisait de façon efficace pour gagner un match. Je suis un bon coach. Je suis efficace. Pour gagner, c'est ce que je dois faire. Je le fais, je suis bon coach. Donc, cette question-là, pour moi et pour nous, elle reste fondamentale. Tant qu'on ne réglera pas ça, ça va prendre probablement des années, mais vous sensibilisez à ça, à l'impact que ça aura sur le développement de vos joueurs.
Je redis, ce qui a été fait par François, c'est le soccer de haut niveau, le soccer senior. On peut gagner des matchs de plein de façons. Leicester, qui a été champion en Angleterre l'année passée, jouait plus un jeu en contre-attaque, hein? Puis avec des joueurs qui allaient très, très vite, aucun problème. On fait ce que l'on veut en senior. Si on a un commanditaire qui nous demande de vendre des chandails puis que je dois gagner absolument, il n'y a pas de problème. Mais chez les jeunes, c'est autre chose. Chez les jeunes, on veut s'assurer, dans le fond, qu'on puisse travailler les principes de jeu, la lecture du jeu et la prise de décision. Sans égard, dans le fond, à leur qualité athlétique du moment, qui, de toute façon, sont en train de changer, qui sont inégales en ce moment. Donc, bien sûr, les grands, lors de tests ou de matchs comme tel sur un truc, sur un moment bien précis, risquent d'être en avance. Donc, oui, ils sont en avance aujourd'hui parce que précocité physique. Est-ce qu'ils garderont cet avantage-là plus tard? On n'est pas sûr. Peut-être que oui. Mais il y a tellement d'exemples de joueurs qui n'ont pas été pris à 13, 14, 15, 16 ans, puis après se retrouvent en équipe nationale. J'ai déjà vu des chiffres des joueurs français qui avaient été champions du monde U17 de la génération de Jean-François Godard. Il y en a très, très peu qui se sont retrouvés en équipe première, alors qu'il y avait, je pense que c'était Antoine Le Garec et puis un autre qui avaient été nommés meilleur joueur du tournoi, meilleur buteur du tournoi. Donc, les meilleurs joueurs au monde du moment qui n'ont pas fait de match avec l'équipe première en équipe de France, puis qui ont eu des carrières. Sinama Pongol, je pense qu'il s'est retrouvé en MLS, il a fait une saison là. Donc, ils ont fait une carrière pro. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été pros. Mais à 17 ans, l'équipe qui est championne du monde, il y en a très peu qui ont pu faire le saut et avoir de grandes carrières. Donc, à 11 ans, 12 ans, 13 ans, je sélectionne celui qui est grand, qui va être bon aujourd'hui. Oui, je dirais que tout le monde peut faire ça, mais si on est là pour le coaching, ça sera autre chose. Et je le redis, les raccourcis où j'ai un grand, puis je joue sur le grand en avant, je joue sur les qualités athlétiques, ou je compte sur l'erreur de l'adversaire. Et je reviens aux vidéos où vous voyez les filles qui, sur un coup franc, elle envoie le ballon assez vite, ça passe par-dessus le défenseur parce qu'elle avance alors qu'elle aurait dû reculer. Puis là, il y en a une qui, par un exploit individuel, elle la met dedans. But. Mais pour moi, c'est ce qui cache ce que l'on ne devrait pas faire. Parce que ça, on va le réussir peut-être une fois sur 10 à notre niveau parce que les jeunes ont de la difficulté. Mais cette habilité-là ne va pas servir plus tard d'envoyer le ballon loin comme ça. N'importe quel bon joueur pro qui est à l'Euro est capable d'envoyer le ballon en touche loin. Il est capable de dégager dans les 5 dernières minutes s'il est obligé de le faire. Il n'y a aucun problème technique pour faire ça. Donc, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un projet de jeu pour nous. Puis, il y a un retard qui ne sera pas comblé au niveau de la prise d'information. Et si on peut avoir une idée de la qualité de nos joueurs au haut niveau présentement, c'est certainement là où le bas blesse pour le Canada au très haut niveau. Donc, si on veut sortir un peu du duel, mettre le ballon au sol, ça serait certainement une solution intéressante pour nous. Sur les relances, les coups de pied arrêtés, les remises en touche. Et même chose, pouvoir utiliser la largeur. Notre jeu est tellement nord-sud, hein, on entend ça au hockey souvent, tellement dans ce sens-là, on veut tellement aller vite vers l'avant. Donc, on a entendu tellement de conférences sur le jeu vers l'avant, mais il y a une préparation à faire là-dessus. Je vous rappelle les chiffres du haut niveau de nombre de passes complétées. Le Portugal, tout étant égal, qui a été champion de l'Euro, avait un jeu relativement défensif, mais avait quand même 300 passes sur 60 minutes de réussi. Donc, ils ont un minimum syndical, je dirais, en delà duquel on ne pourra pas fonctionner. 200, 250 passes, peu importe quel est le chiffre, c'est certainement pas 90 en tout cas. Donc, l'utilisation de la largeur pour pouvoir aller vers l'avant ensuite. Et je vous montre une image comme ça, ne va pas trop vite, Aurélie. Ça, c'est les U11 de Barcelone. Bon, ils sont bien sûr, tu peux l'envoyer. Le ballon ne sera pas envoyé directement en avant. On a le droit de l'envoyer en avant, hein, s'il y a une situation avantageuse, oui. Mais sinon, on va l'envoyer au sol. Le ballon va rebondir 2-3 fois. Le partenaire, il peut être un peu plus loin.
Et puis probablement que la solution, elle n'est pas là, parce que l'adversaire, il est de ce côté-là, elle va être ailleurs. Elle va être de l'autre côté. Alors, bien sûr, ce sont de bons joueurs, tout ça. Mais les principes sur lesquels ils sont coachés sont les mêmes. Qu'ils soient bons ou pas, c'est ce que nous autres, on aimerait. Nos joueurs qui arrivent en équipe du Québec, ils sont moins bons techniquement que les U11 peut-être de Barcelone, mais ils sont coachés sous les mêmes principes. Donc, une victoire, erreur individuelle, l'arbitre qui prend de mauvaises décisions, ou un exploit individuel d'un joueur de votre équipe, vous pouvez perdre le match. Ce n'est pas là-dessus qu'on devrait évaluer notre travail en tant que coach, mais plus sur les intentions et la capacité de produire du jeu, de maîtriser le jeu. Ça devient intéressant à ce moment-là, et de permettre à chaque joueur d'atteindre son vrai potentiel. Ça serait les... Et c'est beaucoup plus difficile à quantifier pour un président ou pour les parents sur le bord, qui, eux, sont des néophytes, en guillemets, par rapport à vous qui devez avoir les compétences football. Vous devez être capable de dire, oui, j'ai gagné le match aujourd'hui, mais on n'a pas joué terrible. On n'a pas bien joué aujourd'hui. Ou au contraire, on a perdu le match, mais on a fait quelque chose de super intéressant. Ça, c'est autre chose. C'est une autre façon de mesurer la qualité de notre travail. En pro, ils ont un indicateur pour eux, c'est la victoire, puis c'est presque tout. Donc, un bilan rapide de ces 10 années du kick, ça s'arrête maintenant. Encore pas mal de travail à faire, mais en même temps, une impression que ce qui a été donné aux gens l'année passée, ça commence à prendre, puis on espère que vous aussi pourrez prendre ça. Quelqu'un qui était plus intelligent que nous, ou en tout cas qui savait travailler sur son intelligence, on dit 99% de sueur et 1% d'intelligence, mais pas refaire les mêmes choses. Puis je pense que le Canada est à une croisée de chemin depuis une dizaine, une vingtaine d'années sur notre volonté de changer le jeu, puis il faut y aller un peu plus rapidement. Donc, passer d'une culture à la victoire à une culture basée sur la qualité du jeu. Donc, la deuxième portion de la présentation, plus sur ce que l'on fait en équipe du Québec. Est-ce qu'on a une ADN ici? Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça, mais 6 petites diapos sur la façon de jouer des Anglais au départ. Donc, le gardien qui envoie le ballon à l'attaquant, qui tente de marquer. Les Français, on va essayer de voir toutes les possibilités, toutes les hypothèses, mais on va oublier le but. On a oublié de penser qu'il y avait un but aussi à marquer. Les Brésiliens, pas de commentaire, c'est le dribble. Après, vous avez l'Italie, beaucoup de joueurs en défense, quelques idées au milieu, puis l'attaquant qui gagne un pénalty. Les Allemands, efficacité totale. Le ballon peut même aller à 300 km/h, donc boum, ça va très vite, efficacité. Puis ça, c'était dans le temps. Les Hollandais, eux, ils n'allaient pas au tournoi, donc il n'y avait pas de plan de match. Ça a bien changé, selon moi, et François l'a dit en Europe, entre autres, quand on regarde les matchs de l'Euro, même les équipes de clubs, de plus en plus, on voit que le foot, l'ADN du pays s'est perdu un peu parce que vidéo, parce que le village global, tout le monde sait ce que l'autre fait et emprunte, copie et s'adapte comme tel. Donc, on en a de moins en moins et je pense qu'il y a des exemples super intéressants de pays comme l'Allemagne qui ont vraiment changé leur façon de faire alors que leur jeu était basé sur on gagne les 11 duels, on gagne le match et maintenant un jeu qui est beaucoup plus basé sur la maîtrise du ballon comme tel. Et puis même les Anglais, si vous allez sur leur site, c'est très intéressant. Donc, cette volonté affichée de dire on veut maintenant essayer de dominer le ballon pendant le match. Alors, de la petite diapo de tantôt de dire que le gardien doit l'envoyer à l'attaquant puis ça se finit là, on est passé à quelque chose de très différent. Alors, nous, qu'est-ce que l'on peut faire? Au Québec, ici, la Fédération a des valeurs au niveau des équipes du Québec. Qualité de jeu, première valeur. Donc, on est dans quelque chose affiché de dire ça, c'est important pour nous. L'engagement, et je serais tenté de dire là-dedans, l'engagement mental. S'assurer que les joueurs, quand ils sont sur le terrain, à l'entraînement ou lors d'un match, ils sachent pourquoi ils font quelque chose. Je garoche le ballon en avant pour qu'il soit juste loin. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te déplaces sur le terrain? Donc, engagement
qui dépasse juste l'engagement mental, mais l'engagement mental. Le respect du jeu. Hein, le jeu, ça a de la valeur. Puis la proactivité dans la volonté d'être actif plus que subir. Donc, pas être en réaction à l'adversaire, mais plus être celui qui va dicter un peu le match. Donc, voilà les valeurs, les principes qui guident ces valeurs-là. Est-ce que c'est notre ADN? On va loin. Hein, là, on n'est pas. C'est le mot à la mode. Dans le temps, on parlait de style de jeu, d'école de jeu, mais est-ce qu'on a au moins une identité, un projet commun? Donc, avoir le ballon pour dominer le match, ça nous permet de se créer de meilleures occasions de but, peut-être. Une possession efficace qui nous semble la meilleure façon de progresser vers le but adverse, de se mettre en position d'occasion de but. Puis la technique individuelle pour créer et se mettre en bonne position de marquer pour déstabiliser un adversaire. Parce que, comme on l'a dit, de plus en plus, les défenses sont organisées. Donc, pour ne pas encaisser de but, ben, quand on a le ballon, notre adversaire ne peut pas marquer. Donc, vous voyez, au niveau philosophique, c'est assez clair. On n'a pas le ballon, ben, il faut limiter temps et espace à l'adversaire. Je passe vite là-dedans. Puis, essayer de récupérer le ballon le plus haut possible. François en a parlé par rapport à ce qui s'est fait à l'Euro. Mais pour ça, on croit aussi qu'il est important de monter le bloc équipe. Si on envoie le ballon rapidement à un attaquant qui est tout seul, récupérer le ballon haut, ça va être difficile pour lui. Parce que l'adversaire, il va s'organiser puis il va pouvoir repartir avec le ballon. Donc, juste un petit rappel sur des choses basiques que vous connaissez sur le jeu direct, qui est plus basé sur le jeu rapide du ballon vers les attaquants, la puissance physique qui va être prédominante, des qualités dans les 1 contre 1, entre autres, pour la protection du ballon, donc je sois solide là-dedans, qualité de frappe, puis dans le jeu long, puis récupérer le deuxième ballon, donc on sera plus dans ce type de jeu-là. Alors qu'au niveau du jeu avec le contrôle, maîtrise du jeu, ben, c'est essayer de décider où on peut maîtriser le ballon, être en possession du ballon, puis dans quelle zone. Donc, c'est bien d'avoir le ballon devant le bloc adverse quand nos défenseurs centraux ont le ballon. Est-ce qu'on est capable d'aller travailler dans l'autre zone? Ça, c'est autre chose. Puis à quelle vitesse on veut le faire? Donc, progresser avec plus des passes courtes pour battre des lignes et avoir cette idée de trouver le bon décalage pour aller vers l'avant. Si cela ne nous apparaît pas intéressant, bien qu'on recommence cette idée de renouvellement, créer des surnombres. Et la largeur pour créer ces surnombres-là est la largeur. On va voir des images. Donc ça, c'était les U14 garçons qui arrivaient au mois de septembre ou octobre. Donc 2 mois après le tournoi des sélections régionales. Tu peux l'envoyer, Aurélie. Donc vous voyez déjà, j'espère que vous voyez l'idée du jeu. Donc ça, c'est les filles. Est-ce qu'on est capable de dicter le jeu en ayant sa possession puis en décidant qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et techniquement, il y a des erreurs dans la prise de décision aussi, bien sûr. Hein? Quand on peut jouer à l'intérieur du bloc, quand on peut progresser, puis après, ça va très vite. Bon, donc, pourquoi pour nous, ça nous apparaît intéressant? Parce qu'entre autres, il y a cette notion de plaisir dont M. Prudhomme a parlé au tout début. Pourquoi on vient au foot? C'est quand même pour avoir le ballon. C'est quand même pas pour courir, sinon on ferait de l'athlétisme. Moi, j'ai été joueur, vous avez presque tous été joueurs, j'en suis persuadé. C'est quand même avoir le ballon qui est plaisant. Oui, on veut gagner. Mais au départ, l'athlète qui veut aller loin, c'est souvent, les études nous disent que c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui le fait parce qu'il adore ça. S'il perd trop souvent, bien sûr, ça risque de le décourager. Mais s'il n'est pas capable de passer par-dessus, c'est parce que peut-être qu'il n'a pas les qualités mentales pour le haut niveau. Mais ce n'est pas la victoire qui fait que je continue à jouer. Ce n'est pas ça. Donc, le plaisir, bien, si l'adversaire il doit courir, c'est moins le fun pour lui. Mentalement, c'est plus difficile parce que c'est plus difficile de rester concentré sur le match. C'est au contraire moins fatigant pour nous. On a à moins courir normalement après le ballon. Ce n'est pas la même chose que courir pour le demander. Puis on gagne en confiance, on est plus impliqué. On pense qu'on peut se créer plus d'occasions de qualité que celui où on envoie le ballon directement vers l'avant. Et on veut essayer de s'installer chez l'adversaire pour avoir du nombre là-bas. Être nombreux autour du but qui nous permettra ensuite de pouvoir récupérer le ballon. Donc, jouer chez l'adversaire.
Cruyff, qui est certainement, en tout cas, un de celui qui a vulgarisé le mieux cette philosophie-là. Autant comme joueur, moi je dirais, parce que je l'ai vu jouer sur vidéo. Mais donc, il y en a un ballon, je le veux. Je ne veux pas le donner à l'adversaire. Donc, sur les touches, sur les coups de pied arrêtés, tout ça, est-ce que je peux m'organiser pour le garder? Bon, ça, c'est des petits rappels très, très vite, mais en possession, donc l'adversaire en possession, les deux moments de transition. Mais nous, aujourd'hui, on voulait mettre un petit peu la loupe sur ce moment du match où on est en possession du ballon, où on veut le remonter par l'arrière. Étant donné ce que l'on a vu dans nos constats, bien, on pensait qu'il y avait urgence de mettre l'emphase là-dessus, puis ça va être notre volonté, mais quand même, donc sortir de notre moitié devant ou dans le bloc adverse, s'installer chez l'adversaire. Rudy a une belle expression qui s'appelle « mettre la table ». On se prépare là. Et puis, bien, conclure. On est dans la phase de finition. Ensuite, comment on peut avoir notre dernière passe derrière la défense, ou bien ça peut être un tir de loin. Puis vous avez des couleurs en rouge parce qu'on veut minimiser la prise de risque. On veut sortir avec sécurité. En jaune, prise de risque ou d'initiative accrue. Puis en vert, bien, feu vert, let's go, prise de risque, créativité, etc. Donc, une image, ça, c'est les U14 filles qui ont joué leur match contre l'Ontario et où ça intègre à peu près toutes les phases du jeu, puis je dirais même tous les moments du match. Donc, on récupère le ballon, on trouve une solution pour trouver un joueur qui a du temps et de l'espace qui nous permettrait d'aller vers l'avant. Ça ne marche pas, on est sous pression. Est-ce qu'on peut trouver un autre endroit où on peut aller progresser? Et la gardienne bien, est toujours derrière les défenseurs. Ça peut toujours être une solution. Vous voyez déjà le positionnement, le placement des arrières latéraux qui sont plus hauts pour pouvoir briser des lignes, éliminer des joueurs. Même chose pour les milieux de terrain. Ce milieu de terrain-là qui vient rechercher du gardien. On perd le ballon, on est déjà dans l'attitude défensive. Est-ce qu'on peut le récupérer tout de suite? Tout de suite, on le récupère. Est-ce qu'on peut? Peut-être qu'on pouvait jouer vers l'avant, mais là, on le sécurise et on recommence une nouvelle attaque. Donc, les deux centraux qui s'écartent pour pouvoir donner une solution au gardien. Et chez les filles, ils sont encore... leur prise de risque est très bas. Trouver la bonne solution. Mais une fois que c'est trouvé, c'est très intéressant. Donc là, ça a pris beaucoup de temps. Ils ont été patientes. Et on est allé vers l'avant. Et là, il y a peut-être un moment où on pourrait s'installer si on n'est pas sûr de pouvoir déséquilibrer, trouver la faille tout de suite. On est quand même assez haut. Ça, c'est l'arrière latéral qui vient de récupérer le ballon. Il n'est pas en arrière en train d'attendre, là. Il récupère. Puis là, on recommence une autre attaque, mais on est déjà haut. Vous voyez le nombre de joueurs qui étaient dans la surface de réparation. Il y a quelque chose d'intéressant après, je vous dirais, une vingtaine d'entraînements avec ces jeunes-là. Hein? Puis ils n'ont rien à voir avec les pros au niveau technique. Ils font des erreurs. Maintenant, le haut niveau. Donc, Barcelone, on est déjà dans une phase où ils sont rendus dans la zone adverse, dans le bloc adverse. Et là, bien, ils vont chercher le moment où ils peuvent aller vraiment vers l'avant et aller finir l'action. Donc là, l'importance de la largeur. Là, vous voyez une équipe du Real Madrid, c'est l'année passée, ça, contre 4-0, je pense. Ils sont quand même très bas, très regroupés. Mais il y a un moment où ils le trouvent, là, ça y est, là, ça va vite. Puis bon, il y a une faute et ça arrête. Vous voyez celle-là de l'Allemagne qui est intéressante parce qu'on la voit d'en haut. Alors, les Allemands qui vont récupérer le ballon à ce moment-ci, ils sont déjà hauts, l'équipe est déjà là grossièrement. Et là, à partir de là, vous allez voir le temps qu'ils vont prendre et même la patience pour trouver cette faille, pour pouvoir déséquilibrer le groupe adverse. Bien sûr, ils ont une maîtrise individuelle et collective du ballon là. Ils ont une même idée de jeu. On est là, on est installé. Vous voyez la largeur qui est prise par les deux arrières latéraux. Le ballon, il fait, je pense, 3 allers-retours à droite et à gauche. Ils cherchent et ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient.
Et on peut imaginer tous les déplacements entre les lignes, les joueurs qui vont chercher les espaces entre les défenseurs et les milieux adverses, entre les milieux et les attaquants adverses. Vous voyez tous les angles de passe. Puis enfin, bon, une petite séquence sur la finition. Éric, je suis comment dans le temps? Donc ça, c'est les garçons l'année passée, donc après 5-6 entraînements, 5-6 jours d'entraînement. Ils jouent contre une équipe une année plus vieille qu'elle, qui avait été championne du championnat U14-3 l'année passée, je pense. Bon, on conclut, bon, ils ne marquent pas de but, hein, mais cette idée de, OK, là, maintenant, on a déséquilibré l'adversaire, on essaie de conclure. Et là, enfin, prendre un moment pour mettre la loupe sur ce moment de la remontée du ballon, sur cette phase-là. Donc, Danny Fernandez, qui est un entraîneur qui a travaillé, entre autres, avec Guardiola. Moment fondamental, que les supériorités soient créées à partir de l'arrière, donc des défenseurs et du gardien. Essentiel pour nous. Donc, la remontée du ballon. Prendre un minimum de risques, mais tout en ayant la volonté d'aller vers l'avant, de se projeter vers l'avant, en créant des décalages chez l'adversaire, en bougeant le ballon, entre autres, en largeur, pour éliminer des lignes, éliminer des joueurs, pour pouvoir ensuite aller vers l'avant. Se servir de la largeur pour créer des espaces entre les attaquants et la profondeur pour créer de l'espace entre les lignes aussi. La patience, donc ça, on voit, c'est un élément essentiel. Trouver le bon moment pour aller vers l'avant. Et ça, en trouvant le partenaire qui a du temps et de l'espace, qui, lui, va pouvoir jouer dans de bonnes conditions vers l'avant. La disponibilité, avoir des joueurs tout autour. Donc, en français, on parlait d'appui-soutien. En anglais, on dit le mot « support » qui comprend tout. Mais 360, ça veut dire j'ai besoin de quelqu'un à droite, à gauche, devant, derrière. Et le gardien qui est toujours là pour repartir l'attaque s'il y a quoi que ce soit. Et dans le jeu de l'équipe du Québec au centre, les gardiens de but ont cette tâche-là essentielle de pouvoir nous aider à relancer. La justesse technique, donc essentiel que l'on travaille avec les jeunes 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans sur cette maîtrise individuelle du ballon que l'on fera dans les jeux à effectif réduit, entre autres, mais qu'ils aient cette maîtrise-là. Parce qu'après, si on veut être efficace dans le jeu, il faut appliquer le bon geste. La prise de décision, donc bien saisir si ça vaut le coup de faire cette passe-là, si elle est dangereuse ou pas, pour nous permettre de progresser. Donc, le plus petit risque possible sur le plus grand impact sur le jeu, notre capacité d'avancer. Puis recommencer en passant par le gardien s'il faut. Et recommencer, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans le jeu, ce que l'on voit souvent, c'est qu'on veut tellement aller vite vers l'avant qu'on ne se rend pas compte que l'autre équipe, la densité du bloc équipe, le nombre de joueurs adverses, ne nous permettra pas d'y aller. C'est bloqué, là, c'est fermé. Donc, il faut repartir, trouver une autre route, une route alternative pour aller vers le but. Mais nous, on voit notre jeu, il est tellement comme ça qu'on s'en va dans la bataille, on va directement dans le duel, puis peut-être que si on est chanceux ou costaud, on va réussir. Vite au niveau du placement, donc ce qui est demandé aux joueurs, les défenseurs centraux qui s'écartent, qui sera différent en fonction de la pression des joueurs. Vous allez le voir sur les images. S'il y a beaucoup de pression de l'adversaire, s'il y a beaucoup de joueurs hauts, il y aura un placement un peu différent. Les latéraux qui vont se positionner pour pouvoir battre des lignes. Un joueur au milieu, donc 1-6, on peut jouer avec 2 joueurs là, c'est pas très grave. Là, le système de jeu n'a pas d'importance, c'est les principes de battre des joueurs, mais c'est les repères qui leur sont donnés. Donc, un joueur qui pourra permettre à ce moment-là de battre l'attaquant ou les attaquants de l'autre équipe. Des milieux de terrain qui vont essayer de se faire voir entre les lignes adverses, puis des attaquants qui vont donner profondeur et largeur. Donc, quelques exemples. Équipe du Québec U16, c'était contre l'Ontario l'année passée. Donc, ça part du gardien. Vous allez voir les 2 centraux qui écartent. Un milieu de terrain qui revient très bas. Peut-être qu'il n'y avait pas besoin dans la situation parce qu'il n'y avait rien qu'un rouge. Vous avez vu l'orientation du corps de la joueuse qui prend le ballon. Puis là, ça y est, on est remonté proprement. On est ressorti de notre zone. Là, on est dans une autre phase à ce moment-là, mais on a déjà notre arrière latérale qui est très proche du jeu. Si on perd le ballon, elle peut intervenir là puis empêcher la contre-attaque adverse. Les U14 garçons.
Donc, vous devriez voir les mêmes éléments. Donc, le gardien qui a le ballon, sur coup de pied de but, vous voyez les deux défenseurs centraux qui écartent, les latéraux qui écartent et qui montent, puis un milieu de terrain qui va essayer de jouer en fonction du déplacement des attaquants adverses pour trouver un espace entre les attaquants adverses et les milieux adverses. Et vous voyez l'arrière latéral qui est très haut, c'est le milieu de terrain, c'est l'ailier plutôt de ce côté-là qui est redescendu dans un intervalle entre deux joueurs. On a fixé d'un côté, on a un peu ralenti la progression pour aller de l'autre côté. On trouve l'autre arrière latéral de l'autre côté. Puis après, on a du monde autour du ballon. Bon, un peu chanceux pour marquer un but, mais vous avez vu l'ensemble de la séquence là, en partant de l'arrière complètement. Et ça, ces images-là sont vraiment intéressantes. C'est la Serbie qui a été champion du monde en moins de 20 l'année passée. Ils ont battu le Brésil 2-1 en finale. Et ils ont une caméra qui c'est pas la télé, dans le fond, c'est leur caméra à eux qui a pris des sorties de zone comme ça. Vous avez grossièrement les repères qui sont très, très clairs aussi grâce à l'angle de caméra. Et je ne sais pas contre qui c'était. C'était certainement un club africain, un pays. Vous voyez ce milieu-là qui se fait voir entre les deux attaquants. Et les passes de préparation pour nous permettre de monter. Et après, ça y est, ils ont déjà trouvé la faille. Ils ont déséquilibré en deux passes. Ils ont trouvé quelqu'un entre les attaquants et les milieux, puis après entre les milieux et les défenseurs. Donc, vous les voyez très bien, les deux arrières latéraux qui sont très larges puis très hauts. Et puis la patience, qu'on reparte par le gardien s'il faut. On trouve un intervalle et on a déjà éliminé 4-5 joueurs par cette passe-là, mais principalement des passes courtes. Et après, on est dans notre phase de finition. Donc là, ils ont plus de pression. C'est vraiment intéressant. Il y a 3 jaunes qui sont là. Donc la prise de risque, peux-tu l'arrêter? Arrête-le tout de suite. La prise de risque que l'on prend comme entraîneur, ça va être super important. Donc il y a des gens qui vont me dire, là, je ne peux pas jouer par en arrière. Il faut que je joue long. Eux ne le font pas. Ils trouvent une solution. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que chez les jeunes, on puisse avoir cette recherche-là de solutions pour que, un jour, ils soient capables de la trouver. Mais si on ne les laisse pas essayer et rater aujourd'hui, ils ne réussiront jamais. Tu peux y aller. Donc, regardez bien comment l'ailier jaune, là, il ne savait pas où aller. Donc, on a créé une situation de surnombre sur les côtés. Et ça y est, ils ne sont plus dans leur zone. Ils ont monté. Ils sont déjà dans une situation intéressante au niveau offensif. À une autre, en trouvant le milieu de terrain qui vient se positionner entre les deux, dans tous les jeux de 4 contre 2, de 4 contre 4 que l'on peut faire avec les jeunes, c'est les mêmes principes. Est-ce que tu te fais voir sur les côtés? Est-ce que tu te fais voir entre les deux? Quelle solution tu prends comme porteur? Ça devait être contre l'Uruguay. Donc, eux reculent beaucoup. Donc là, bien sûr, monter le ballon, ce n'est pas très, très, très compliqué. C'est le milieu de terrain qui est venu s'insérer là. Je dirais quand on joue à 3 défenseurs, on est déjà dans cette configuration-là pour remonter le ballon. Les équipes qui jouent avec 2 centraux, c'est souvent un milieu de terrain. Si vous avez eu Bayern ou Barcelone, ça peut être Busquets qui est là. Au Bayern, c'est Alonso. Chez Xavi Alonso, ça peut être quelqu'un d'autre parce qu'ils sont tous capables de le faire. Le Chilien, comment il s'appelle le Chilien qui joue là? Peu importe. Donc voici pour la Serbie. 2 équipes italiennes. Qui étaient réputées pour ne pas prendre de risques. Donc, vous allez voir autant la Juve que Napoli. C'était quand même, c'est des images tirées de l'année passée, un gros match l'année passée. Je pense que c'était premier, deuxième. Donc, la prise de risque dont parlait François, même très, très proche de notre but. Vous voyez même Buffon qui se replace pour offrir une solution au porteur dans ses 6 mètres. Donc, si eux, avec les enjeux monétaires qu'ils ont, sont capables de faire ça. Donc là, c'est Napoli qui est pressé. Ils trouvent une solution. Ils ont créé un surnombre avec le gardien au milieu de terrain pour pouvoir remonter. Le Chili, on parlait du Chili. Les défenseurs centraux du Chili, je pense que le plus grand, il fait 1,76 m. Dans l'équipe, je pense qu'il y a un joueur de 1,80 m et plus. Tous les autres, ce sont des petits joueurs. Donc, ils sont capables de
faire leur travail défensif très, très bien, mais en plus, au niveau de la relance, ils vont trouver des solutions pour sortir proprement de leur zone. Puis on recommence, si on ne peut pas y aller, avec un dribble de protection. Comment on fixe l'attaquant adverse. Et là, on peut jouer vers l'avant. Là, il est déjà... toutes les possibilités sont ouvertes. Et là, il joue dans le dos de la défense, donc la qualité de passe d'un défenseur central, qui n'est pas du tout incompatible avec la volonté de contrôle de jeu. Hein. Je pense qu'ils en avaient 7 au Mexique, les Chiliens, lors de ce match-là. Enfin, Barcelone, très vite. Là, on voit une situation où ils vont descendre très, très bas, les deux défenseurs centraux. Je ne sais pas si c'est cela qu'on le voit. Ils peuvent descendre jusqu'à la ligne de but. Là, vous voyez comment le bloc du Real Madrid est complètement explosé. Il presse, mais vraiment pas de façon très efficace. Donc, on remet en arrière, puis regardez le déplacement des deux centraux, c'est Mathieu et puis Piqué. Ils sont beaucoup plus bas, puis Busquets qui vient offrir cette solution entre les deux attaquants adverses. Donc, c'est les mêmes principes qu'en 4 contre 2, en 4 contre 4, je l'aurais dit. Alors, regardez Jérémy Mathieu, qui était rentré en cours de match là. C'était Mascherano qui avait commencé. Donc, il est très, très bas. Donc, ça permet d'ouvrir des angles de passe pour les autres joueurs. Après, il y a une qualité technique, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent faire que... Là, ils s'en sortent en sautant une ligne et puis... Et enfin, celle-là pour la fin, c'est Patrick Leduc qui nous avait ramené ça de Barcelone quand il avait été. Je ne sais pas comment ça va sortir avec vous. C'est des U9, ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils sont meilleurs que vos joueurs techniquement en U15, U16, U17, Ligue élite, là. Je doute. Mais la patience qu'ils ont, même à l'extrême, bien sûr. Alors, entre le latéral et le central, ou enfin ces deux joueurs-là, ils attendent le bon moment pour aller vers l'avant. Je n'ai pas compté les passes. Et probablement que les seules fois où l'entraîneur va hausser le ton un peu, c'est s'il joue vers l'avant, alors que ça, c'était pas le moment. Et les autres sont presque en individuel tout terrain, eux autres. Donc voilà, ça c'est un projet de jeu pour nous, une vision. On vous donne une petite loupe, on met la loupe sur un petit moment, mais on aimerait bien que l'ensemble du Québec puisse se mettre au diapason pour pouvoir avoir un jeu un peu plus réfléchi et un jeu basé un peu plus sur le contrôle du ballon comme tel, du club jusqu'au centre national. Et demain, on aura les gens de l'Association canadienne. On voudrait que ça aille aussi jusqu'à l'Association canadienne ou que ça descende jusqu'à nous. Voyez-le comme vous voulez. Chez les filles, on peut dire qu'ils sont en train de décliner toute leur vision, leur projet de jeu chez les filles jusqu'en bas. Les garçons ont commencé cette démarche-là. Nous, on est dans une démarche chez les filles qui est basée sur celle de l'Association canadienne. Et on espère que le plus grand nombre pourront aller là-dedans. Et ma conclusion, contrôle du jeu et la remontée du ballon comme un outil d'apprentissage beaucoup plus riche pour nous, pour le développement des joueurs. C'est surtout ça qui nous apparaît intéressant. Puis, on se concentre, nous, un peu moins sur la victoire, la façon de gagner, mais plus sur la façon de bien jouer. Parce qu'on est persuadé que bien jouer va nous donner plus de chances de gagner. Par contre, ça nous prendra peut-être plus de temps que si je prends les raccourcis aujourd'hui. Voilà. Merci, André. On a quand même une quinzaine de minutes pour les questions. Alors, gênez-vous pas d'en poser. Une présentation qui est fort intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Non? Ah, oui. Voilà. Et restez debout pour la question pour vous présenter aussi. Donc, pendant qu'Amélie va là-bas, j'aurais dit qu'après, dans le fond, on va travailler la sortie de zone, si on peut appeler ça comme ça, la remontée du ballon. Sur le terrain, Rudy et Sandro vont vous prendre là-dedans. Ce qu'ils font, dans le fond, avec les équipes du Québec, quand les jeunes arrivent, puis ont des fois peu de bagages là-dessus, mais il y en a de plus en plus dans les régions qui le font et ça permet d'accélérer le processus un peu. Oui?
Bonjour André. Bonjour. Et merci pour cette très bonne présentation. Je voulais savoir si le projet de jeu que nous, éducateurs, on devrait mettre en place avec nos jeunes joueurs au Québec va être suivi en parallèle d'un changement des règlements des championnats, puisque on est dans un championnat où on nous oblige à gagner des matchs. Je leur ai dit, je pense que ça part de toi au départ. C'est-à-dire que nous, on doit être là pour les bonnes raisons. Le championnat, c'est... Quand Christian Gourcuff, François, tu es là, quand Christian Gourcuff était venu cette année, hein, il parlait de la compète. Pour lui, la compète, c'était ce qui commençait à 18 ans et plus. Avant, il y a un championnat, mais ce n'est pas de la compète dans l'esprit je suis là parce qu'il faut que je gagne. Votre poste ne devrait jamais être en jeu parce que vous perdez ou vous gagnez un match ou un championnat. Donc, pour moi, oui, politiquement, moi, je pense que tout le département technique veut faire des choses pour qu'on puisse mettre le plus d'emphase possible sur cette idée du jeu. Chacun d'entre nous, on a individuellement à se dire qu'est-ce que moi je veux, je suis là pourquoi, et servir de paravent aux pressions de gagner qui viendraient de l'externe. Parce que sinon, nous, on est responsable de ce que l'on fait, donc le travail sur le terrain à l'entraînement et le lien direct avec le match, et que le match est un outil supplémentaire pour apprendre des choses, pour tester nos habiletés comme joueurs. Et c'est rien de définitif en soi. Mais je suis d'accord que le plus on pourra mettre en place des règles qui sont liées directement à ça, ça nous aidera. Mais il y a tellement de choses que l'on ne maîtrise pas, je dirais, dans un club, dans une fédé, que tout ce que l'on maîtrise, nous, il faut qu'on le fasse bien. C'est le message que moi, je passerais dans le fond. On essaie de donner notre contribution à l'ensemble de la démarche. Si vous y croyez, ça va ressortir avec vos jeunes. On est toujours capable de dédramatiser après une défaite quand on a fait le bon travail. C'est dans ce sens-là, je veux dire, de remettre en perspective. Bonjour, moi je suis vraiment axé sur le développement complètement, mais par rapport, j'ai un gros enjeu avec les parents. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Le spécialiste, c'est toi. La compétence, c'est toi. Donc, les parents, je dirais, imaginez-vous un iceberg. Hein, il y a 10 % là, que l'on voit de l'iceberg, puis le 90 % qui est en bas. Les parents voient ce bout-là. Toi, tu vois tout ce qui est en dessous. Tu as les compétences pour évaluer comme il faut les choses. Donc, il faut que ces gens-là comprennent que c'est toi le spécialiste, qu'ils doivent te faire confiance, et puis que tu travailles pour le bien des jeunes. Les 2 diapos que je vous ai montrés sur les constats qui sont faits par des experts dans le sport au Canada sur le système sportif canadien, où on nous dit on ne travaille pas les bonnes choses avec les jeunes, les parents veulent des résultats. Donc, à nous, moi, ce que je fais avec vous aujourd'hui, c'est commencer déjà à vous dire, n'oubliez pas, les constats que nous, on a faits au tournoi des sélections régionales ne sont pas des constats qui nous apparaissent intéressants par rapport à la volonté de construire, de jouer, de se libérer un petit peu de la victoire. Donc, il faut déjà travailler sur vous, puis qu'après, vous soyez convaincus, puis vous fassiez cette démarche avec vos parents. Très rapidement, quand j'étais, moi, en région, je faisais une présentation aux parents de la sélection régionale en leur disant, objectif, là, c'est qu'ils jouent au niveau qu'ils sont capables de jouer. C'était le premier point que je leur disais. Je dis, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne choquent pas, qu'ils ne craquent pas sous la pression. C'est la première fois qu'ils vont là, ils sont tout énervés, puis les parents s'énervent. Puis ce que j'aimerais, moi, fait que j'essaie d'éduquer les parents en même temps, de leur dire, voici notre philosophie. Et là, ce qui est important, c'est que toi, tu sois cohérent. Si tu dis ça, puis tu fais jouer les meilleurs dans le match qui va te faire gagner le championnat, tu n'es pas cohérent avec toi-même. Tu comprends? Il y a tout ça qui va ensemble. La Fédération française a mis en place des règles chez les jeunes 13 ans et moins, où, entre autres, on dit que chaque joueur doit jouer une mi-temps dans le match. C'est des éléments comme ça. François parlait de règles. C'est peut-être des choses comme ça qui pourraient nous aider, mais chacun d'entre vous, vous êtes des agents de changement pour dire aux gens, écoutez, on relaxe, là, U12, ce n'est pas le championnat du monde. François nous répétait qu'avant 17 ans, très, très, très difficile de prévoir si le joueur va devenir pro ou pas chez les garçons. Donc avant, on est encore dans ceux qui ont des boules de cristal, c'est des charlatans. Ce n'est pas nous, les entraîneurs qui connaissons le travail, qui pouvons dire « lui, il va être pro, lui, il ne sera pas ». Donc, c'est beau.
Et ce sera la dernière question, André. Il gagne un prix. J'achète tout le discours. Mais- Je suis d'accord. On vit les mêmes problèmes avec les parents. La vraie question, et la question à laquelle moi je ne suis pas capable de répondre aux parents, c'est que la seule possibilité d'accéder au 3A, et c'est tous les entraîneurs ici, c'est par le classement. Fait que qu'est-ce qu'on dit à un parent qui nous dit en U13, ben il faut gagner le match, sinon il n'ira pas au 3A. Tu dis que la meilleure façon de gagner à long terme, c'est de bien jouer. Donc, peut-être que si tu as Ça, mais commencé... il reste 2 mois à la saison, là. Ça se passe Non, là. mais c'est parce qu'il y a tout un travail avant. Donc, en aval, il y a tout le travail qu'on doit faire avec les U8, U9, U10, U11 pour qu'ils jouent bien au ballon. Donc, dans les matchs que l'on a en U14, dans les matchs que je voyais l'année passée en U14 3A, on est encore dans la démarche. Donc, j'ai des grands qui viennent mettre de la pression sur des fois une équipe qui va essayer de jouer, puis qu'ils n'ont pas encore ni la maîtrise individuelle ni collective pour bien se placer puis s'en sortir. Puis là, ben, ils vont prendre des buts idiots, puis ils perdent 2-0, 2-1. C'est eux qui jouent mieux, mais les autres gagnent les matchs. Donc, il n'y a pas de recette autre que de se dire, ben, il faut travailler encore plus comme il faut avant, je dirais, tu sais. Et avec les U9, U10, travailler sur la maîtrise du ballon, puis comme sur la petite diapo, dire, ben, il faut que je travaille la maîtrise du ballon dans toutes les zones du terrain pour que je puisse sortir comme il faut. Après, dans un match, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner, quelqu'un qui va perdre. On ne s'en sortira jamais. Donc là, on a passé le 3 de U14 à U15, entre autres pour se dire, essayons d'enlever un petit peu d'impact sur l'idée de classement. Donc, ça en est ça, des gestes tangibles. Mais après, je dis, si je joue bien, j'ai plus de chances de gagner aussi. Il faut croire en ça. Les équipes du Québec, ils jouent comme ça, avec des U14, bon an, mal an, que j'ai une bonne génération, que je n'ai pas une génération moyenne, c'est les mêmes principes. Puis des fois, avec une génération moyenne, je peux gagner parce que de l'autre bord, ils sont moyens aussi. Les principes demeurent les mêmes. C'est sûr que la victoire d'une équipe qui joue comme ça ben, donne l'impression aux autres que c'est comme ça qu'il faut jouer, mais c'est une fois qu'on croit au truc, ben, on y va puis on avance. Il y avait une petite remarque ici, alors on va la prendre. Lui, il n'a pas le droit au cadeau, par exemple. Comment ça? C'est déjà donné. André, je voulais faire une petite réflexion concernant le questionnement sur l'enjeu versus le jeu. Je me demandais, est-ce que les entraîneurs cadres, quel mandat est-ce qu'ils posent, est-ce qu'ils donnent à leurs entraîneurs des sélections régionales? Quel est le mandat qu'ils leur donnent? Ben, ça, il faudrait que tu vois avec eux. Nous, on dit, on est là pourquoi? La compétition est faite pour pouvoir identifier des athlètes. C'est comme ça au départ qui a été fait, le tournoi des sélections régionales. Les Jeux du Québec, on le contrôle, entre guillemets, un petit peu moins. Mais là, je ne peux que vous dire, on est tout le monde dans l'engrenage pour essayer de tous se sensibiliser à l'importance de ça. Donc, si dans ton coin, ton entraîneur cadre te dit, ben, on est là pour gagner, ben, il faut que tu fasses des représentations auprès de l'entraîneur cadre. Non, mais c'est vrai, c'est une question de oh, ben, moi, de toute façon, moi, je ne fais pas ça. Ben, c'est sûr. Sur l'équipe du Québec. La région du Lac-Saint-Loup a placé tant de joueurs sur l'équipe du Québec, tant de joueurs sur l'équipe du Québec. Moi, je pense que les médailles devraient être là. Si le mandat, c'est de placer puis de développer des joueurs puis de les placer ces programmes des équipes du Québec, ça devrait être ça, les médailles. Les médailles, ça devrait être donné aux régions qui ont placé le plus de joueurs sur les programmes provinciaux puis ces programmes nationaux. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, la médaille, ça devrait être celle-là. Ce que je vous dis, c'est ça, c'est individuel. C'est à chacun d'entre vous à faire ça. Moi, qu'il y ait une compétition avec un trophée à la fin ou pas, ça ne change pas du tout la façon dont je vais intervenir sur l'intensité, la volonté d'être à fond lors d'un match, la volonté que mes joueurs se surpassent, qu'ils se battent eux-mêmes avant de battre l'adversaire. Après, ben, je gagne, je perds, il y a eu quelque chose, puis j'ai un trophée très bien. Tu sais, il y a tout le monde, j'entends les coachs dire « Aujourd'hui, il faut qu'on gagne ». Ça me fait tellement rire. Mais j'entends un entraîneur, y a-t-il quelqu'un qui va dire « Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on gagne ». Non, et tout le monde qui fait de la compétition veut gagner. Donc, oui, qu'il y ait une médaille ou pas, que ça soit avec des U9, j'ai la même... Je veux qu'ils soient intenses, je veux qu'ils soient... Après, les standards ne sont pas les mêmes, tu comprends? Donc, qu'il y ait un classement ou pas, on devrait, nous, agir de la même manière. C'est dans ce sens-là. Après, ben, une fois qu'on parle du vœu pieux, ben, le plus il y aura d'actions au niveau régional, au niveau provincial, au niveau national pour éclairer ces choses-là, mieux ça sera. Mais il faut éduquer les gens.